Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce mercredi 23 janvier, 8 ans de réclusion criminelle requis contre le meurtrier présumé de Carla. Le jeune homme était jugé aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de Béziers. Il est accusé d'avoir causé la mort de Carla, 13 ans, en juin 2013 en la frappant devant son collège de Florensac. La décision de justice sera rendue le 13 février. Le transfert annoncé de la base aérienne de la sécurité civile à Nîmes-Garons devrait être effectif dès 2016. Les élus espèrent entre 15 et 17 millions d'euros par an de retombées pour l'économie locale. Et puis en fin de journal, je vous emmène quartier Pissevin à Nîmes où des élèves d'un lycée professionnel sont en plein chantier de rénovation d'une église. Et on commence ce journal avec cette alerte au verglas dans le Gard cette nuit et demain. Le Conseil général appelle tous les usagers à être très prudents dans leurs déplacements sur les routes et adapter leur conduite aux conditions hivernales. Après les fortes pluies essuyées aujourd'hui par le département, les températures vont chuter cette nuit. Le risque de verglas est donc très élevé. Pour plus d'infos, un site internet www.inforoute.gard.fr. Le meurtrier présumé de Carla, l'adolescente de 13 ans tuée devant son collège de Florensac, était devant la justice 18 mois après les faits. Le procès s'est ouvert ce matin au tribunal pour enfants de Béziers. Les débats se tenaient à huis clos. Difficile donc d'en rapporter la teneur. L'émotion en tout cas était très présente. Devant le palais de justice, 3 photos de Carla étaient placardées. Alors qu'elle sortait du collège, l'accusé lui aurait asséné des coups mortels pour régler une dispute entre 2 jeunes filles. Le résumé de cette journée, Jean Brun et Olivier Roiron. C'est à huis clos que Gaëtan comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Béziers statuant en matière criminelle. Huis clos car le 21 juin 2011, lorsque Carla, 13 ans, s'effondre sous les coups du jeune boxeur venu régler un différend entre Carla et sa sœur, il n'a que 16 ans. Il comparaît pour coups mortels aggravés avec préméditation quand sa défense évoque un concours malheureux de circonstances. Le client il est effondré. Je crois qu'il pèse tout le poids de sa responsabilité, de sa culpabilité. Je pense qu'il est extrêmement malheureux des conséquences de ses actes. Il nous dit qu'il a frappé pour protéger sa sœur. Or, le témoin est venu dire, la surveillante de collège est venue dire que ce jour-là, c'est véritablement une violence fulgurante. Il n'y a pas eu d'échange de mots, peut-être un regard, et elle nous explique que Gaëtan s'est jeté sur Carla, que le premier coup a été porté avec une violence extrême puisque la tête de Carla, telle une poupée de chiffon, est partie en arrière. C'est certainement le coup qui a entraîné la mort. Et alors que Carla était sonnée, comme un robot, dit-elle, il a continué de la frapper jusqu'à ce qu'elle s'écroule par terre. L'audience devrait durer toute la journée. Gaëtan, aujourd'hui hébergé dans un centre de formation loin de la région, en cours 10 ans de réclusion. La décision devrait être rendue en fin d'après-midi. Et à l'issue des débats, le procureur de la République a requis 8 ans de prison pour coup mortel aggravé contre le jeune accusé. Il était âgé de 15 ans et demi au moment des faits. Olivier Roiran a recueilli les réactions de l'avocat de la famille et du père de la victime à la sortie du tribunal pour enfants de Béziers. Écoutez. On ne peut pas banaliser la violence et la justice des mineurs n'est pas une justice mineure. Gaëtan Jarige a envoyé un texto après avoir frappé en disant « je risque rien, je suis pas majeur », et il doit comprendre ce soir que c'est pas vrai. Même quand on est mineur, on risque quelque chose. On est dans une société, la société des hommes, on doit la respecter. Et à 15 ans et demi, on doit avoir des valeurs de tolérance, des valeurs de respect de la vie. Et c'est ça qu'il a écrasé, c'est ça qu'il a bafoué. Il faut qu'il en assume les conséquences et il faut qu'il assume sa responsabilité. C'était 10 max, donc 8, on ne sait pas comment... Ça ne passe pas une vie. Voilà. C'est mon sentiment. Le tribunal pour enfants de Béziers qui a mis ce soir sa décision en délibéré au 13 février. Dans le Gard, on en sait aujourd'hui un peu plus sur le drame qui s'est noué à Garon, près de Nîmes, où 5 corps ont été retrouvés dans un pavillon en feu lundi soir. Les résultats de l'autopsie du père confirment la thèse du drame familial. Le quinquagénaire aurait tué sa compagne et ses 3 enfants avant de mettre le feu à la maison. Écoutez. L'ensemble des décès, à l'exception de l'un d'entre eux, celui du plus jeune des enfants, sont liés à des plaies par arme blanche qui ont entraîné donc le décès des enfants, de la femme et du conjoint. Seul le petit Morgan est décédé par strangulation. Quant au père de famille, il résulte de cette autopsie
qu'il a inhalé de la fumée, donc qu'il n'était pas mort au moment de l'incendie et que son décès est compatible avec un suicide. Un certain nombre de témoignages ont été recueillis et confirment l'existence d'un couple en grande difficulté, madame ayant annoncé son intention d'une séparation à venir, ayant suscité cette annonce une réaction de monsieur sous forme de menace, notamment la menace qu'il préférait tuer tout le monde si tel était le cas. Un hommage militaire et religieux a été rendu aujourd'hui aux 3 soldats nîmois tués sur la route dans la nuit de vendredi à samedi. Les 3 hommes circulaient sur l'autoroute A75 en direction de Clermont-Ferrand où ils devaient rejoindre le 92e régiment d'infanterie. 2 camions ont perdu le contrôle sur la route verglacée et la fourgonnette des militaires a été prise entre les deux. Cet après-midi, une cérémonie en honneur des caporaux-chefs Hammer et d'Angers et du sergent-chef Simon s'est tenue sur la base de Garon. Écoutez. Trois gars très engagés, dévoués, merveilleux, et ma foi qui nous ont quittés brutalement, qui laissent pour chacun d'entre eux d'ailleurs des enfants et femmes et amis. Voilà. Bon, aujourd'hui était une célébration à la fois interreligieuse et puis également militaire pour leur rendre des éloges funèbres. Depuis 48 heures, nous vivons avec les familles. Nous les avons accueillis à Garon. Nous avons vécu avec elles les moments très forts, très douloureux à la morgue. Et bien évidemment, ces familles, elles sont aujourd'hui un petit peu les nôtres et nous allons les suivre. Nous allons les suivre dans leur chemin de deuil. À Nîmes, la police vient de recevoir du renfort pour lutter contre la délinquance. Il ne s'agit pas d'équipements ultramodernes ni d'agents supplémentaires. La direction départementale de la sécurité publique a recruté un chien, un berger malinois spécialisé dans la recherche d'armes et de munitions. Il n'en existe que 15 en France avec les mêmes compétences. Alain Belon l'a suivi sur le terrain. Regardez. Elle s'appelle Phobé et elle a 2 ans. Ce malinois est l'une des dernières arrivées à la direction départementale de la sécurité publique de Nîmes. Elle est spécialisée dans la recherche d'armes et de munitions. C'est une priorité affichée par notre ministre dans la lutte contre les trafics d'armes, contre les détentions d'armes et munitions. Donc pour nous, c'est d'un emploi nouveau. Cela passe notamment essentiellement par des opérations thématiques, telles que ce que vous voyez ce matin, opérations de visite de cave et communs, mais également des opérations en soirée avec ouverture de coffres de véhicules, mais aussi sur l'aspect plus judiciaire, des perquisitions. Sur le terrain, Phobé n'est pas seule. Elle est accompagnée de son conducteur Bernard et de son entraîneur personnel Richard. Mais avant d'en arriver là, elle a suivi une formation afin de sensibiliser son odorat. C'est un produit qui est plus difficile à trouver. Plus difficile à trouver parce que c'est moins odorant que les produits stupéfiants. Pour être vraiment au point, il faut compter encore, après la formation, entre 1 an et 1 an et demi de boulot. Je suis un peu le coach de l'équipe, grosso modo. Donc, quand on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, on les retravaille à l'entraînement. Et je suis là, et puis aussi pour l'aider en perquisition. S'il y a des produits dangereux pour la chienne. À l'entraînement ou en opération, Phobé ne doit oublier aucun espace, car il pourrait cacher une arme ou des munitions. Mais pour elle, tout ceci est un jeu. Et comme tout jeu, il y a une récompense. Dans le Gard, on attend beaucoup de l'arrivée de la base aérienne de la sécurité civile à Nîmes-Garon, une implantation qui doit permettre de redynamiser toute l'industrie locale. Et parmi les premiers concernés, Sabena Technique qui gère la maintenance des Canadair depuis 1996. L'entreprise a reçu la visite des élus locaux en début de semaine. Olivier Michel était présent. En janvier 2016, les Canadair décolleront de Nîmes-Garon. Avec eux, 40 mécaniciens, 85 pilotes et leurs familles poseront leurs bagages. Une manne pour l'économie gardoise. Alors on estimait ça entre 15 et 17 millions d'euros par an
pour l'économie locale, à savoir que les personnes qui vont venir ici sont des salaires à bons salaires, hauts salaires, donc on peut estimer effectivement qu'ils vont s'y loger, qui vont y vivre, donc ça sera un plus effectivement pour l'économie locale. Autre gagnante, la société Sabena Technics, qui s'occupe à Nîmes depuis 1998 de la maintenance des Canadair. Elle emploie sur site 320 personnes et 70 à Marignane, qui seront également relocalisées. Aujourd'hui, ils font une activité tout à fait ciblée, c'est-à-dire l'entretien hivernal des trackers et des bitches, et puis la mise en œuvre de toute la flotte. C'est certain que tout le monde ne suivra pas. Mais nous, de notre côté, on va être obligé si les gens ne suivent pas tous, on va être obligé d'embaucher. Un regroupement également synonyme d'économie. Une seule base à Nîmes, c'est plus facile à gérer et ça va permettre aussi de répercuter les économies qu'on va faire à notre client, la sécurité civile, quoi. Un client qui pourrait en amener d'autres, les élus locaux pensent déjà à la création d'une base de la sécurité civile européenne. Il y a des investissements à faire, il faudra encore reconstruire des bâtiments et avoir une base générale en tout ce qui concerne la sécurité. Pourquoi pas demain sur les tremblements de terre cynophiles, avec des chiens, tremblements de terre, etc. Pour l'heure, entre Sabena Technics et les hélicoptères de la sécurité civile, ce sont 650 personnes qui travaillent sur Nîmes-Garon, un chiffre que l'arrivée du personnel de la Basque et des emplois induits devrait porter à 1000 dans 3 ans. On passe au sport alors que les experts s'apprêtent à affronter la Croatie en quart de finale des championnats du monde de handball à Saragosse tout à l'heure. Le quotidien régional Midi Libre revient aujourd'hui sur l'affaire des paris présumés truqués sur le match d'hand Cesson-Montpellier en mai 2012, évoque des éléments retrouvés sur le smartphone de Nicolas Karabatic, notamment des liens vers un site de Paris téléchargé la veille du match incriminé. Demain, son frère et les compagnes des Karabatic sont convoqués au palais de justice de Montpellier par le juge Mendel. Et mardi, c'est Nicolas Karabatic qui sera auditionné. Montpellier ne jouera pas les 8e de finale de la Coupe de France. Sochaux vient de battre le MHSC 3-2 ce soir à la Mosson. Une victoire dans les prolongations. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes de Ligue 1 ont fait jeu égal de partout pour Montpellier. Charbonnier a marqué à la 16e minute de jeu, Mathieu Delpagne à la 50e. Et Montpellier rencontre à nouveau Sochaux vendredi à la Mosson pour le compte du championnat de France. Cette fois, les Sochaliens qui passent donc la semaine dans la région, ils s'entraînent tout près de la Grande Motte. Coup de jeune pour l'église Saint-Pierre, quartier Pissevin à Nîmes. Depuis une semaine, les élèves du lycée professionnel Frédéric Mistal rénovent un lieu de culte, un chantier original et utile qui permet à la fois aux étudiants d'acquérir une formation professionnelle dans les conditions du réel et d'œuvrer pour l'amélioration du quartier. Reportage Charles Arrigoni et Guillaume Navarro. Nichée depuis 50 ans au cœur du quartier Pissevin, l'église Saint-Pierre avait grand besoin d'une cure de jouvence. Une occasion saisie par le lycée nîmois Frédéric Mistral et par ses apprentis en quête d'expérience professionnelle. Alors ça leur apporte, disons, un petit peu de maturité déjà, d'assurance et puis ensuite aussi de la valorisation, parce que bon, quelque part travailler en atelier, on acquis les premiers gestes, mais là au moins on travaille dans du concret, dans du réel, donc ça les valorise, ça les met en confiance et ça les prépare aussi au niveau des futurs stages qu'ils vont réaliser en entreprise. Une tâche unanimement appréciée par les apprentis qui, tout en accumulant du savoir-faire, prennent du plaisir en sortant du cadre scolaire. C'est un mélange entre l'atelier et le stage, parce qu'on est sur un vrai chantier, mais il y a nos camarades de classe avec nous, donc c'est mieux. Je préfère être ici qu'à l'école, parce que déjà ici c'est plus professionnel, et puis voilà, s'il y a un vrai truc à faire, on n'est pas dans une cabine à travailler, quoi. La paroisse se réjouit de l'aboutissement de ce projet, financé en grande partie par la communauté chrétienne du quartier. Elle se félicite également d'être un vecteur d'intégration sociale et professionnelle pour les artisans de demain. Moi, je suis sensible à ce que des jeunes aient répondu, soient heureux de faire ce travail-là, parce qu'on leur fait confiance et parce que je crois qu'ils ont leur place à prendre dans la vie du quartier. Ancrée dans un quartier cosmopolite, l'église Saint-Pierre se veut être un lieu de rassemblement, d'échange et de mixité. La rénovation de l'édifice s'inscrit dans cette volonté de tisser le lien social entre les habitants de Pissevin.
Et on termine cette édition avec le bilan du festival de flamenco qui s'est achevé ce week-end à Nîmes. Cette 23e édition a attiré près de 13 000 spectateurs au théâtre, mais aussi aux autres manifestations, conférences, expositions, ateliers et animations pour les scolaires qui ont animé ce festival pendant plusieurs journées. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu demain sur votre chaîne locale pour vos éditions de 12h30 et 19h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.